Bienvenue à toutes et à tous, c'est Business, le magazine économique du Grand Est, une émission réalisée en partenariat avec la région et les 4 télévisions locales du territoire, Alsace 20, Canal 32, Moselle Télé et Vosges Télé. Pour démarrer cette nouvelle année, que je vous souhaite excellente, nous sommes aujourd'hui à Rue-sur-Moselle pour y découvrir Tissage de France, une entreprise anciennement appelée Valrupt Industrie. L'activité tissage et filature de cette PME, née en 1837, a été reprise il y a 4 ans par un de ses clients, le fabricant de jeans français 1083, avec l'ambition de créer une véritable filière de relocalisation de la création de jeans en France. Et vous allez le voir, c'est déjà bien parti. Tout de suite, le sommaire de cette émission. Thomas Hurier est l'invité de Business, cofondateur de 1083, la marque de jeans 100% française créée en 2013. Il a repris il y a 4 ans son fournisseur de tissus qui était alors en difficulté. Devenu Tissage de France, la PME vosgienne de 35 salariés, reconnue pour son savoir-faire dans la filature de coton et le tissage textile, vient d'ouvrir un atelier de confection de jeans et d'embaucher et de former 20 couturières. Depuis 2 ans, la crise sanitaire et les contraintes environnementales génèrent des difficultés d'approvisionnement en matières premières et une augmentation des coûts de transport. Pour y remédier de façon durable, la région encourage la relocalisation de certaines activités. Explication avec David Valence, vice-président de la région Grand Est en charge des transports et des infrastructures. Enfin, notre tour de l'actualité économique régionale nous conduira d'abord dans l'Aube, où le coq sportif poursuit sa relocalisation et va habiller les athlètes français aux Jeux Olympiques 2022 et 2024. En Moselle ensuite, où la seule femme meilleure ouvrier de France en art verrier transmet désormais son savoir-faire à de jeunes lycéens. En Alsace, enfin, avec une innovation de la cave de Ribeauvillé qui se lance sur le marché prometteur du vin désalcoolisé. Thomas Hurier, Tissage de France, c'est en fait la rencontre de 2 entreprises avec 2 histoires très différentes. Oui, complètement. Il y a d'un côté ex-Valrupt Industrie qui existe depuis 1837 dans ses locaux et 1083 qui existe depuis seulement 2013. Et donc 1083, c'est une marque de jeans relocalisée au maximum. Tissage de France, c'est un filateur tisseur historique des Vosges. Et lorsque Tissage de France a connu des difficultés en 2018, 1083 a repris Tissage de France pour sauver l'usine, le savoir-faire et les emplois. Oui, parce que Tissage de France, c'était, Valrupt Industrie à l'époque, c'était un de vos principaux fournisseurs de denim. Exactement. En 2013, quand on a commencé 1083, pas grand monde n'a cru dans notre projet de refaire des jeans entièrement en France, y compris la filature et le tissage. Parmi les fous qui ont cru en moi il y a 9 ans, il y a Denis Heinrich, le directeur de Tissage de France, et donc il nous a beaucoup aidé à nos débuts. Et puis 5-6 ans plus tard, lorsqu'on commençait à se développer, c'est Valrupt Industrie qui s'est retrouvé en difficulté. Et donc pour ne pas perdre ce fournisseur très important pour nous, on a décidé avec Denis de reprendre Tissage de France et de recréer une nouvelle histoire. Alors on voit aussi une des applications qui vous intéresse, vous directement à 1083, c'est ce qu'on appelle du denim qui est tissé ici. Expliquez-nous, c'est quoi le denim exactement ? Alors ce qui est intéressant dans le jean, c'est que chacun voit midi à sa porte, c'est vraiment universel. Pour les Américains, c'est américain avec les chercheurs d'or. Pour les Italiens, c'est génois parce que le mot jean vient de la ville de Gênes. Pour les Indiens, c'est indien parce que l'indigo vient d'Inde. Et pour les Français, c'est français le jean, parce que le tissu du jean s'appelle le denim, parce qu'il serait originaire de la ville de Nîmes. Donc ce denim, pour nous, c'était fondamental de le tisser en France à partir du moment où on voulait fabriquer des jeans en France. Et donc on le tisse évidemment dans notre usine Tissage de France. Et il y a une particularité quand même aussi sur ces jeans-là, 1083, c'est que c'est du coton bio. Exactement. Le projet depuis le début de 1083, c'est de faire des jeans beaux, des jeans relocalisés au maximum et des jeans qui respectent le plus possible l'environnement. Donc tous nos jeans sont bio ou recyclés. C'est vraiment un chemin qu'on a choisi depuis le début et qu'on ne changera pas. Et cette amélioration continue de l'écologie, on la retrouve dans plein d'étapes, jusqu'au délavage des jeans qu'on va faire au laser pour ne pas consommer d'eau. On reviendra tout à l'heure sur le recyclage. La crise sanitaire a impacté le secteur de l'événementiel, donc un des secteurs d'activité de Tissage de France, mais elle a parallèlement renforcé l'engouement du Made in France, ce qui a profité à 1083. Vous avez donc décidé d'investir et de doter Tissage de France d'un atelier de confection de jeans, à la fois pour 1083 mais aussi pour d'autres marques. Et pour cela, il a fallu embaucher et former une vingtaine de couturières. Explication dans ce reportage signé Jean-François Verrier et Anne Didier pour Vosges Télé.
Dans cet atelier de confection chez Tissage de France à Rue-sur-Moselle, on forme une dizaine de couturières amenées à produire des jeans 100% français de la marque 1083, mais pas seulement. On parle ici d'une quarantaine de postes. Ces jeans seront confectionnés pour plusieurs marques, pour 1083 bien sûr, l'actionnaire majoritaire de Tissage de France, mais aussi pour plein d'autres marques qui veulent relocaliser, des enseignes, des grandes surfaces, en fait toutes celles et ceux qui sont intéressés par relocaliser la production de jeans en France. On confectionne trop peu de jeans par rapport au marché français. Seulement 100 000 jeans en France sur 88 millions sont fabriqués en France. Sur ces 100 000, il y en a 50 000 des 1083. Et donc vous voyez à quel point il y a un potentiel de création d'emplois si on relocalisait les 87 900 000 jeans qui ne sont pas fabriqués en France aujourd'hui. Le marché potentiel est énorme, misant sur l'élan de relocalisation issu de la crise sanitaire. On va pouvoir ici filer, tisser et confectionner des jeans made in France en s'appuyant sur de la main-d'œuvre locale, repérée et formée par Pôle emploi, le Greta et le lycée professionnel de Thaon-les-Vosges. Une vingtaine de couturières apprend donc le métier. Reste bien à 7 mm, là t'as beaucoup plus. Objectif pour les 20 couturières qui seront formées en 2 sessions, produire 100 000 jeans par an. Pour le dirigeant qui partage son temps entre le site d'origine dans la Drôme et celui de Rue-sur-Moselle, l'idée est bien de reconstruire une filière complète. Un élan qui sera confronté au choix de consommation de chacun, sachant que si la marque phare reste 1083 et ses jeans éco-responsables haut de gamme comme celui-ci, le Made in France entend s'adresser également à toutes les bourses. Quand on fait un jean très innovant comme 1083, en coton bio, avec du fil retordu et pas mal de détails de finition, les jeans se retrouvent entre 100 € et 120 €. Si demain on arrive avec des volumes encore plus importants, à être plus rapide sur des modèles plus simples et avec des matières premières peut-être plus bon marché, on réussira, je l'espère, à proposer pour des grandes enseignes des jeans plus abordables. Thomas Hurier, vous visez donc la production de 100 000 jeans par an avec ce nouvel atelier. On ira tout à l'heure le voir. Et au-delà de la création d'emplois et de la formation que vous faites, c'est un super investissement. Vous avez été soutenu, aidé dans cet investissement ? Oui, refaire un atelier de zéro, c'est beaucoup d'investissements humains parce qu'il faut former du personnel, les recruter et leur donner envie de rester parce que c'est un beau métier auquel il faut retrouver goût. Et c'est un investissement financier important aussi. Pour ce projet-là, on a eu la chance d'être lauréat du plan de relance. Donc on a profité de subventions qui nous ont permis d'accélérer l'investissement et d'avoir du matériel encore plus moderne, encore plus profitable et performant. Et c'est grâce à ça que l'atelier a pu voir le jour. Et vous avez été repéré aussi par la région Grand Est à ce niveau-là. Oui, tout à fait. L'accueil de la région Grand Est a vraiment été remarquable, que ce soit au niveau de la région pour le soutien du plan de relance ou que ce soit au niveau du département, de Pôle emploi, du Greta pour tout ce qui est formation. Ces deux formes d'investissement, et financiers et humains, sont vraiment la clé du succès de la relocalisation en France. Alors vous mettez également en œuvre, au-delà de ces investissements matériels et humains, vous mettez aussi en œuvre une partie d'organisation ou de nouvelle organisation, plan d'amélioration de la qualité de façon continue, et puis une qualité, on parlait du produit bio tout à l'heure, avec des grandes exigences. Oui, quand on veut faire du Made in France, on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt. Les clients, ils viennent voir l'usine, on les voit en direct dans nos magasins, on parle avec eux en direct sur les réseaux sociaux. Donc en fait, si on fait de la mauvaise qualité, on le voit tout de suite, et ça n'a aucun sens. Quand on produit loin de ses clients, peut-être qu'on s'en fout en tant que fabricant, mais quand on produit collé à ses clients, en fait ça force à la qualité. Et ça c'est très bien parce que finalement ça engage vers la responsabilité des fabricants qui se disent oui je vais bien travailler parce que finalement je connais mon client. Ça engage aussi à la responsabilité des consommateurs qui se disent quand même ils font du boulot à côté donc on va les aider, on va acheter chez eux. Et ça engage aussi à la responsabilité et à la qualité environnementale, c'est-à-dire que si on pollue l'environnement dans lequel on vit, on se retrouve la propre victime de ces mauvais comportements. Donc la proximité c'est vraiment un facteur de responsabilité à tout point de vue. Et Tissage de France est d'ailleurs certifié, une certification textile qui s'appelle GOTS pour le bio, le coton bio. C'est exactement pour cette raison-là qu'on est en effet GOTS, c'est-à-dire qu'on est bio du début à la fin de la chaîne, qu'on est aussi Origine France garantie, c'est-à-dire qu'on paye des organismes extérieurs pour certifier à nos clients que ce qu'on dit c'est vrai. Et tout ça, ça tire en fait notre filière et notre démarche vers le haut. Thomas Hurier, la crise sanitaire a bouleversé non seulement vos marchés, mais aussi le commerce mondial, en générant à la fois des difficultés d'approvisionnement de matières premières, on va y revenir tout à l'heure avec vous, mais aussi des augmentations de coûts de transport assez importantes, même d'énergie. Dans ce contexte, la région Grand Est encourage et aide à la relocalisation de certaines activités d'entreprise. Je vous propose d'écouter les explications de David Valence, le vice-président de la région Grand Est en charge des déplacements, des transports et de l'infrastructure. Les transports, c'est de l'attractivité.
Et notamment, on doit aujourd'hui travailler avec les entreprises pour faciliter l'accès de leurs salariés aux entreprises par d'autres moyens que la voiture. Donc ça suppose de mettre plus de trains sur les voies ferrées, ça suppose de mieux aménager les gares pour qu'on puisse y laisser sa voiture, ça suppose de travailler aussi avec les villes qui ont des systèmes de transport urbain, et puis ça suppose aussi d'aider les entreprises à travailler à ce qu'on appelle des plans de déplacement des entreprises, pour qu'elles interrogent leurs salariés et qu'elles regardent concrètement comment ils ont envie de se déplacer et comment avec elles on peut trouver des solutions. On a la particularité en Grand Est d'être une région qui est située au cœur de l'Europe et donc qui est très traversée. Et donc l'un des enjeux pour nous, c'est de faire que le transport de marchandises soit le moins polluant possible. On a aujourd'hui une part modale de fret ferroviaire, c'est-à-dire le pourcentage des marchandises qui sont transportées par le train, qui est une des meilleures de France, à près de 20%, c'est presque 2 fois le taux national. C'est un pourcentage qui aujourd'hui est menacé parce qu'il y a beaucoup de lignes de fret ferroviaire qui sont en mauvais état, pour lesquelles il va falloir trouver des solutions partenariales. Et c'est la raison pour laquelle nous allons lancer d'ici quelques semaines des assises régionales du fret ferroviaire pour discuter avec les chargeurs, donc les entreprises, aussi avec les transporteurs, c'est-à-dire la SNCF et d'autres, pour trouver des solutions pour préserver ces voies ferrées et développer évidemment leur usage. Thomas Hurier, avec 1083 et Tissage de France, vous créez une véritable filière de relocalisation des jeans en France. Et pas seulement au niveau de la confection, on le verra tout à l'heure, mais aussi dès la production de matières premières avec du coton recyclé à partir de jeans usagés. Expliquez-nous ça. Oui, complètement. Le but de 1083, c'est de tout relocaliser la fabrication en France. Donc la confection, bien sûr, la coupe, le tissage, la teinture, la filature, mais aussi la matière première. Et en fait, on croit en France qu'on n'a pas de coton. Et effectivement, si on pense à nos champs de coton, notre climat n'est pas adapté à la culture du coton, en tout cas pour l'instant, ou le coton n'est pas adapté à notre climat. Par contre, en réalité, on a des tonnes de coton dans nos placards. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est pourquoi pas utiliser le coton que l'on a sur nos vieux vêtements pour le recycler, en refaire un fil et refaire du tissu avec. Donc, on est parti de jambes de jean. Ces jambes de jean, on va les détisser, les défiler, les effilocher en quelque sorte. Ça va produire cet effiloché, qui est donc du jean 100% recyclé et effiloché. Et donc cet effiloché, on va le carder, c'est-à-dire en quelque sorte le brosser. Là, on va aller pour voir former un ruban de carte qui est juste là. Ce ruban de carte, c'est donc ce coton recyclé qui est brossé, aligné pour préparer la fabrication du fil. Et donc on va le brancher à un métier à filer. Et donc ce ruban de carte qu'on retrouve ici, on va le brancher au métier à filer qui va torsader ces fibres pour faire un fil. Et donc voilà comment on fabrique en France du fil recyclé à partir du coton français recyclé. Alors ce projet, il s'appelle Mon Coton. C'est un vrai projet de recherche et développement que vous avez initié et qui a été initié depuis quelques années déjà. Complètement, ça a démarré en 2016 avec une bourse de la BPI et de Refashion, qui est l'éco-organisme français du textile. Ça a débouché sur un fil de laboratoire qui a été réalisé avec le CETELOR, donc à Épinal, en partenariat avec le CETELOR. Suite à ça, on a présenté cette innovation à l'ADEME, qui nous a remis le concours innovation pour industrialiser le processus en 2019. Et là, on est sur la fin de l'industrialisation, puisqu'en novembre dernier, on a présenté sur le salon Made in France un proto de jean fait à 85% à partir de coton recyclé. Et donc là, à partir du mois de février, on va industrialiser le processus, faire la première grosse production de 2 tonnes de coton recyclé dans cette usine. Alors les jeans usagés, vous les récoltez comment ? On les récupère dans nos magasins, on les récupère avec des partenariats, avec la Croix-Rouge, avec le Relais, avec Emmaüs. Tous ces gens qui collectent des vêtements, ils les trient. Et nous, derrière, on sélectionne les jeans que l'on récupère et on les effiloche, on les file et on les tisse en jeans. Donc c'est important de vous ramener aussi les jeans usagés dans vos magasins. Oui, c'est très important. Dans les relais. Tout à fait, très important de ne pas mettre ces vieux vêtements à la poubelle, mais de les mettre sur des bennes de collecte pour qu'ils soient valorisés derrière. Thomas Hurier, on reste ensemble et on va continuer cette émission avec un retour sur l'actualité économique en région Grand Est. C'est le retour sur l'actu. Nous partons d'abord dans l'Aube où la célèbre marque Le Coq Sportif poursuit la relocalisation de ses activités sur son site historique de Romilly-sur-Seine. Le Coq Sportif qui est devenu aujourd'hui l'équipementier officiel de l'équipe olympique et paralympique de France pour 2022 mais aussi 2024. Et une logistique spécifique a été mise en place courant décembre dernier pour expédier les tenues des JO d'hiver pour les athlètes français. Retour en image sur cette logistique
Atlantique avec ce reportage signé Christian Vieira pour Canal 32. Le Coq Sportif loue 55 000 m² d'entrepôt auprès de la société Loctex afin d'assurer les expéditions dans l'ensemble de son réseau européen de distribution. Pour les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver, 2 lignes spécifiques de préparation de commandes rassemblent manuellement 298 kits complets. On va avoir 2 chaussures made in France, 3 doudounes, un sweat, des masques, des bonnets, tous les accessoires d'hiver. Donc vraiment la panoplie. Ce sont les tenues qui seront portées sur les podiums, en conférence de presse et lors de la cérémonie d'ouverture et de clôture. C'est les athlètes, les encadrants, mais il va y avoir aussi les officiels du comité olympique et paralympique, les officiels de Paris 2024, leurs salariés et des VIP. Si ce site logistique expédie quotidiennement 40 000 pièces, ce flux sur mesure avance au rythme de 200 valises de 20 kg par jour. On retrouve ici la fameuse procédure avec un ordre pour mettre ces pièces dans la valise, pour que l'intégralité des articles rentre, mais aussi pour créer une émotion à l'ouverture de cette valise. Le carton est travaillé en fonction de la valise et également en fonction de la dimension de la palette au sol. C'est du sur-mesure. Ce centre logistique a été renommé Étincelle. Le processus d'expédition sur mesure permet aux équipes de s'entraîner pour les JO de Paris 2024. Le nombre de pièces sera alors multiplié par 10, soit 200 000. C'était complètement l'objectif aussi de ce projet Étincelle, entre l'extension de notre usine Romy et l'ouverture de cet entrepôt. C'est complètement un avantage et c'est ce qui permet justement de grandir et de nous construire pour les Jeux de 2024. Dans ces valises, la délégation trouvera des cartes postales pré-timbrées à l'adresse du site Le Coq Sportif de Romilly-sur-Seine pour les remercier. Autre courrier, des mots d'encouragement. Chaque collaborateur du siège de Strasbourg, de Romilly et de Paris s'est vu attribuer un athlète qui a pu écrire un petit mot pour encourager justement les athlètes, leur souhaiter bonne chance et surtout les remercier, etc. Le Coq Sportif souhaite aux 123 athlètes portant les couleurs de la France et sa marque d'obtenir une place sur les podiums. Thomas Hurier, vous êtes un fervent défenseur du Made in France, on le sait, et puis aussi des JO 2024. Ça vous plairait d'être vous aussi partenaire un jour des JO? On en rêverait de voir les Français habillés en jean 1083, mais au-delà du jean, on développe par ailleurs une petite marque de sport qui va se lancer courant 2022 avec Paul-Henri Mathieu, un célèbre Alsacien tennisman. On va lancer cette marque qui va s'appeler Franjeu. Et Franjeu va proposer dans quelques mois des vêtements de sport Made in France éco-conçus, multisports pour l'homme et la femme. Et donc ça fait un petit clin d'œil au JO. D'accord, alors c'est toujours le même esprit, mais ça n'est plus du jean. Exactement, c'est exactement le même esprit. C'est l'idée vraiment de fabriquer des vêtements de sport relocalisés au maximum, beaux au maximum et écologiques au maximum. Mais ce qu'on a fait dans le jean, on aimerait le faire avec Paul-Henri dans le sport. Bon, peut-être qu'un jour vous habillerez les athlètes français. Thomas, on va continuer notre tour de l'actualité économique régionale en partant à Sarrebourg, en Moselle, au sein du lycée professionnel Dominique Labroise. C'est là qu'enseigne depuis peu Laura Schneider, la seule femme meilleure ouvrier de France en art verrier. Une transmission qui contribue à ancrer ce savoir-faire d'excellence au sein de la région en l'ouvrant à de nombreux jeunes. Je vous propose de regarder ce reportage signé Guylain Schumacher pour Moselle Télé. Sous la supervision de Laura Schneider, cette classe de CAP va pratiquer le taillage du verre toute la matinée. Les élèves vont travailler en 2 groupes. Il y a un groupe qui va tailler ce décor-là sur un gobelet et l'autre groupe qui va tailler ce décor-là sur un autre gobelet. Chaque semaine, la professeure transmet son expérience à une trentaine d'élèves pendant ses cours pratiques. Les élèves ils vont apprendre toute l'étape de fabrication, du décalotage au parachèvement. Donc on va faire la partie flette des fonds et le bord. Et ensuite ils vont aller compasser leurs pièces. Alors le compassage c'est l'étape qui consiste à mettre des points de repère sur le verre pour pouvoir procéder à l'étape de taille. À 37 ans, la meilleure ouvrier de France 2011 a décidé de stopper sa carrière en cristallerie pour se consacrer à la relève de la profession. Une fois qu'on est meilleur ouvrier de France, tout ce qu'on a envie de faire, c'est de transmettre son savoir-faire et sa passion. Donc quoi de mieux qu'un lycée finalement pour faire ça. Heureusement, il y a plein de jeunes qui sont super intéressés, super motivés par ce métier et ça donne envie justement de les accompagner le plus loin possible. Les apprentis tailleurs profitent de ces conseils pendant 8 heures de cours chaque semaine. Une réelle plus-value dans leur formation et une véritable source d'inspiration. Avoir elle comme prof, c'est bien parce qu'elle peut nous transmettre son savoir et c'est bien pour si on veut faire de grandes choses. On peut dire que les filles, elles peuvent réussir dans ce monde aussi. Enfin, il n'y a pas que les garçons qui sont ouverts à réussir dans ce monde comme on pouvait voir à l'époque. Car lorsqu'elle a débuté sa carrière en cristallerie, Laura Schneider était l'une des seules femmes. C'est à 27 ans qu'elle a décidé de se confronter au gratin de la profession malgré les préjugés. C'est le vase que j'ai taillé pour obtenir mon concours meilleur ouvrier de France.
On vous donne un plan avec 2 pièces brutes et vous avez à peu près entre 10 et 12 mois pour tailler au moins une pièce. J'ai passé 500 heures en dehors de mes heures de travail. Et c'est un travail acharné, hein. On vit que pour ça pendant une année et c'est la reconnaissance du travail fourni pendant cette année-là. Une persévérance qui lui a permis de casser les codes. Aujourd'hui, les filles représentent près de 50% des élèves en art verrier. Vous-même, Thomas, dès 2018 à Romans, sur Isère, chez 1083, vous avez déjà créé une école de formation, l'école du jean, école unique en France, pour recréer un vrai savoir-faire, ce qui n'existe pas ou plus, de confection de jeans en France. Oui, complètement. En fait, quand on veut relocaliser une filière, on s'aperçoit que les machines et l'argent, on le trouve assez facilement si on fait les choses sérieusement. Par contre, redonner goût à des gens de refaire des métiers manuels, ça c'est vraiment la clé. Donc pour ça il faut former du personnel, le recruter et le garder le plus longtemps possible. Et c'était vraiment la clé de l'école du jean, comme un peu l'ont fait les cuisiniers dans les restaurants lorsqu'ils ont ouvert leur cuisine dans la salle de restauration. Et ben nous l'idée c'est de faire pareil en mettant une école du jean dans les ateliers de confection. Alors cette école à Romans, vous l'avez finalement recréée ici, puisqu'on voit les personnes qui sont là, sont encore en formation avant la mise en production véritable dans quelques semaines. Exactement, cette école du jean, elle est ici et elle est collective, c'est-à-dire qu'on participe à cette école de jean Pôle emploi, le Greta, le lycée de Thaon-les-Vosges. C'est vraiment une équipe de formateurs et de dispositifs qui a permis de passer de demandeurs d'emploi à couturière en quelques mois seulement. Et là aujourd'hui on finit la session de formation pour démarrer la production dans quelques semaines. L'excellence aussi dans ce domaine-là, c'est la clé du succès des produits comme les vôtres? Ah, c'est vraiment la clé. Quand on produit un vêtement Made in France, on a le devoir vis-à-vis de ses clients de faire du très haut niveau, de faire des choses précises, de faire des choses de qualité. C'est le seul moyen pour durer. Et comme l'enjeu ici c'est de créer des emplois durables, évidemment la qualité c'est le principal de nos sujets. Thomas, fin de notre périple économique régional, nous allons partir dans le Haut-Rhin. Alors en plein mois de janvier sans alcool, la cave de Ribeauvillé, la plus ancienne cave coopérative de France, vient de lancer sa gamme de vins désalcoolisés. Cette innovation qui renoue finalement avec une vieille tradition répond à une vraie tendance de marché, notamment à l'étranger. Explication dans ce reportage signé Adrien Laby pour Alsace Vin. Boire du vin sans modération, sans risquer la gueule de bois, c'est désormais possible grâce au vin désalcoolisé. La cave de Ribeauvillé propose depuis quelques semaines 2 références de blanc alsacien avec et sans bulles, mais surtout sans alcool. Une nouvelle qui fera sans doute bondir les puristes et ravira les femmes enceintes, les sportifs et ceux à qui le médecin interdit la consommation de boissons alcoolisées. Encore confidentiel en France, le marché du vin sans alcool se développe à travers le monde, une opportunité qu'a voulu saisir la coopérative ribeauvilloise. On a surtout été à l'écoute de ce que nos partenaires commerciaux ou clients ou consommateurs nous posaient comme question. Alors ça fait longtemps qu'on entend parler des vins sans alcool ou désalcoolisés. Les premiers que j'ai goûtés, c'était vraiment pas glorieux, c'était il y a 20 ou 30 ans. Maintenant, on arrive à obtenir une boisson qui se rapproche vraiment sur le plan aromatique d'un vin. Mais on a saisi cette opportunité-là essentiellement liée à des demandes récurrentes, pas insistantes, mais récurrentes, sur les marchés du pays du Nord, États-Unis, une petite partie des pays du Sud, mais un petit peu moins quand même. Voilà, avant d'être désalcoolisé, le vin est un vin tout ce qu'il y a de plus ordinaire, produit dans les mêmes conditions et avec le même cahier des charges que les autres références de la cave. Seule différence, à la fin de la production, l'alcool est retiré par un procédé d'évaporation sous vide pour atteindre un taux inférieur à 0,5%. Une technique qui permet de conserver les arômes. Il manque l'effet structurant de l'alcool, mais par contre au niveau aromatique, au niveau de l'acidité, tout est là. Et quand on met le nez sur le vin tranquille, on sent qu'il y a quelque chose d'aromatique parce qu'il y a du muscat, mais qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi du sylvaner. Et en fait l'idée étant justement d'aller assez loin dans le respect de ce qu'on fait, à savoir garder l'identité Ribeauvillé derrière chacun des vins, même s'ils sont désalcoolisés. Environ 13 000 bouteilles ont été produites pour ces 2 premières cuvées qui rencontrent déjà un certain succès. En 3 semaines, environ 20% de la production a été vendue. Thomas, on vient de voir la cave coopérative qui désalcoolisait son vin. Vous aussi, finalement, vous décotonisez le gin bientôt? Oui, c'est ce qu'on essaye de faire. Vous savez qu'en France, on a une culture très forte de lin. Et donc, en plus des jeans en coton recyclé qu'on développe, on les décotonise en proposant des jeans en lin dont la fibre française est cultivée en France. Oui, parce que c'est plus développement durable?
C'est plus local, c'est plus bio, ça consomme moins d'eau puisque du coup elle tombe du ciel en Normandie. Et donc du coup c'est vraiment une fibre super intéressante qui apporte aussi d'autres caractéristiques au jean. C'est un jean qui est thermorégulateur et donc du coup qui apporte d'autres propriétés très confortables. Alors, en 9 ans, vous êtes finalement passé de commerçant à industriel et même producteur de matières premières. On l'a vu tout à l'heure avec le coton recyclé. Tout ce chemin, c'est le fruit d'une stratégie initiale, d'une vision initiale ou finalement le fruit d'opportunités que vous avez su saisir? Non, à la base c'est le fruit de l'ennui puis d'opportunités. C'est-à-dire que je suis informaticien à la base mais ça m'ennuyait. Donc j'ai voulu du sens dans mon travail. On travaille tous au moins 8 heures par jour pendant au moins 40 ans. Donc ça fait un paquet de minutes et de jours dans une vie. Et moi je voulais pas consacrer ce temps-là à des choses qui ne m'intéressaient pas. Donc j'ai commencé par ouvrir une boutique de vêtements bio à Romans dans la Drôme. Cette boutique s'est développée, a perdu ses fournisseurs. Donc j'ai créé ma propre marque pour remplir mon magasin, une marque de jeans. Puis il a fallu créer un atelier à Romans, puis on a trouvé un tisseur vosgien mais qui était en difficulté donc on l'a repris, c'est ici. Puis du coup on a continué de développer et à manquer de confection donc on a créé des machines à coudre ici. En fait ce sont nos clients qui par leur choix de consommer local, consommer français, d'acheter des jeans 1083 nous engagent à créer des emplois. Donc ce ne sont pas nous qui les créons, ce sont nos clients qui les font par leur consommation et nous on est là juste derrière à adapter notre filière à la dimension qu'ils donnent par leurs achats. Et bien avec un bon résultat parce que directement ou indirectement vous avez quand même créé en 9 ans à peu près 200 emplois. C'est beau. Dans cette aventure entrepreneuriale que vous menez depuis 9 ans déjà, qu'est-ce qui vous motive encore? Qu'est-ce qui vous fait courir encore? Ce qui me motive, c'est de faire des choses qui font sens pour moi. Donc tout ce qui va me permettre de faire ma part pour protéger l'environnement, pour développer de l'emploi, ça c'est réjouissant en fait. C'est un parcours où on rencontre plein de gens passionnants, où on fait des choses positives, où on fait du bien autour de soi. Et en fait, il n'y a pas mieux pour se sentir bien que d'essayer de faire du bien autour de soi. Et donc c'est ma principale motivation. C'est une belle conclusion. Merci Thomas Hurier d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Business, votre magazine économique régional. À bientôt.